tous. On est presque à l'heure, 11h33. On est presque à l'heure, mais on démarre. Café vert, conseil pour sélectionner et torréfier. Si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse parce que c'est pas banal. Avant de commencer la table ronde, j'aimerais faire un petit rating, un petit sondage dans le public. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes des torréfacteurs installés? Levez la main. Ok. Est-ce que vous êtes des futurs torréfacteurs ou est-ce que vous pensez à vous installer en tant que torréfacteur? D'accord. Est-ce que vous êtes des amateurs de café, des coffee shop owners, des propriétaires de coffee shop? J'ai pas compris. Faut enlever le masque. Amateurs de café. On est tous amateurs de café, on va dire. Ok. D'accord. On a des pros, on a des futurs pros. Les jeunes, vous êtes des jeunes en quelle filière? Criez. Criez fort. Commerce international, ok, très bien. Amateurs de café, les jeunes ou pas? Ok, ça marche. Ok, vous tournez vers nous? Ok, super. On adore vous voir. On n'en voit pas vos sourires, mais on adore vous voir de face. Très bien. Alors, café vert, conseil pour sélectionner et torréfier. On a 3 interlocuteurs, sans doute un 4e qui va nous rejoindre en cours de route. Je vais leur laisser le temps de se présenter tout à l'heure. Très vite, leur prénom, Julien Cadet de chez Belco, Agatha Pudelec de 88 Grains, et puis Ludovic Maillard de la Maison Jobin, et l'inconnu qui nous rejoint tout à l'heure, Antoine Nétien de Climat Café, Coutume Café, meilleur torréfacteur de France 2011. Donc on est impatient de l'avoir. Il est en train de faire une séance de cupping. Il va nous rejoindre. Quelques petites informations sur les chiffres clés. Pour les moins au courant du public, il se consomme chaque année 2,5 milliards de tasses de café dans le monde. Le café, c'est le 2e produit le plus échangé après le pétrole dans le monde. Et sa consommation progresse de 2,5% par an, ce qui est énorme. En France, 83% des adultes boivent du café pour un volume d'à peu près 5,4 kg par an et par habitant. Tout le monde, ou presque, boit du café. De plus en plus de jeunes se mettent à boire du café. Et quand je dis café, c'est toute forme de café, aussi bien de l'expresso que du café grain, que du latte macchiato et tutti quanti. Alors... café vert pour sélectionner et torréfier. D'abord, je vais demander à Julien de se présenter en 1 minute. Top chrono. Bonjour à tous, donc je me nomme Julien Cadet, je suis le directeur commercial de chez Belco. Belco est une société spécialisée dans le sourcing durable de café vert via un réseau d'agences implanté en Éthiopie, au Salvador et en Colombie, avec des équipes qui sourcent, achètent, importent et distribuent nos cafés auprès de 500 torréfacteurs dans toute l'Europe. Nous avons la volonté de créer une filière qui soit différente de par son circuit qui est court, sa transparence et sa durabilité avec des actions menées à l'origine dans la protection de l'environnement, la juste rémunération des producteurs. C'est vachement bien résumé en 1 minute. Ça. Agatha Pudelec, même exercice s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Donc Agatha Pudelec, je suis fondatrice des sociétés 88 Graines. On est une société avec une approche multidimensionnelle de sourcing de café, à la fois sur le plan économique pour que le modèle soit viable pour les 3 parties prenantes, donc torréfacteurs, nous en tant que sourceurs et les producteurs. On accompagne localement le producteur parce que mon associé, donc, avec qui j'ai fondé la société, vit sur les plantations de café. Donc on travaille au quotidien avec certains producteurs. On les aide à déjà d'exporter leur café parce que parfois c'est compliqué. Sur le plan social, on met en place des actions sur place pour aider les nouvelles générations à se lancer dans le café. Parce que souvent, le producteur, c'est une population vieillissante. Et donc, pour prendre le relais, on aide à une nouvelle génération de producteurs de s'investir dans ça. Et sur le plan environnemental, on met des actions sur place pour aider localement des communautés qui sont engagées dans le café à avoir une vie et l'environnement un peu plus sustainable, durable dans le temps et plus facile au niveau du travail et leur environnement climatique. Merci. Voilà, merci. Merci Agatha. 1 minute pour présenter Ludovic Maillard et la grande Maison Jobin. Alors effectivement, je m'appelle Ludovic Maillard et je représente la Maison Jobin qui fête cette année son 150e anniversaire puisqu'on a été fondé en 1871. J'ai été pendant une vingtaine d'années responsable du sourcing pour la Maison Jobin et depuis 5 ans, je suis maintenant en charge de la formation. Formation sur le café vert et l'analyse sensorielle
qui est, je pense, un préalable important avant de torréfier du café. Alors la Maison Jobin est importateur de café vert. On a des bureaux au Havre où se situe le siège, également à Bordeaux et Marseille. Et on a la chance d'appartenir au groupe Neumann qui est situé à Hambourg. Et de Hambourg, ce groupe, qui est le plus gros groupe de négoce de café vert au monde, gère des sociétés d'importation comme nous dans la plupart des pays consommateurs et des sociétés d'exportation dans la plupart des pays producteurs. Donc on est aussi entouré d'un réseau de professionnels qui nous aide à la fois sur la qualité, la traçabilité et la connaissance de nos clients. Bravo, 1 minute. Alors Antoine Etienne, on est heureux de vous accueillir. Bonjour. Alors, on vient juste de commencer, vous inquiétez pas. En face de nous, on a des jeunes en BTS Commerce International. Bonjour, On a une majorité de professionnels torréfacteurs installés et quelques futurs torréfacteurs qui viennent chercher ici des informations peut-être pour mieux choisir et torréfier leurs grains. D'accord? Et là, le challenge, c'est 1 minute pour présenter Antoine Etienne, Climat, Coutume Café. D'accord. 1 minute. Pour me présenter donc très rapidement, j'ai travaillé, je suis torréfacteur de formation. J'achète du café depuis plus d'une quinzaine d'années en direct avec les producteurs. Ça a toujours fait partie de mon contrôle qualité sur la torréfaction. J'ai été fondateur de Coutume pendant une dizaine d'années à peu près, avec des ouvertures de torréfaction dans différents pays et de coffee shop et de travailler avec des professionnels. Ce que je voulais apporter avec Climat, qui est une nouvelle société justement de sourcing ou d'importation, je ne sais plus comment on le présente, sur une relation beaucoup plus transparente, plus directe, avec des partenaires producteurs qui sont des militants, qui sont des personnes qui font changer aussi les choses au niveau de leur communauté, qui travaillent en biodynamie, permaculture, syntropique. Et on offre aux torréfacteurs aussi, pour que ça soit plus compréhensible pour eux, les coûts depuis la cerise jusqu'aux travailleurs, jusqu'au système logistique en toute transparence et même nos marges. Voilà, pour être plus simple. Résumer une telle carrière en 1 minute, c'était pas facile, mais c'est gagné. Merci. Alors, pour les premiers conseils pour sélectionner et torréfier quand on est ou quand on va être un torréfacteur, je pense que d'un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est connaître son marché. À qui je vais vendre, comment et où je vais vendre, où suis-je géographiquement pour vendre. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de la connaissance de son marché avant même de sélectionner des grains? Oui, effectivement, je pense qu'il est important déjà lorsqu'on veut se lancer dans la torréfaction ou lorsqu'on est une torréfaction, de savoir si on s'adresse à un consommateur final particulier. Si on est dans le cadre d'une boutique, par exemple, les attentes de café ne vont pas être les mêmes en termes de traçabilité, en termes de qualité de tasse, en termes d'impact à l'origine. Et effectivement, on peut avoir une sélection de café qui va être différente si on s'adresse à des professionnels, café, hôtel, restaurant, la distribution automatique, la grande distribution. Les attentes ne vont pas forcément être les mêmes. Donc c'est important de savoir à qui on s'adresse. La Maison Jobin, même chose. Je vais demander à Ludovic de réagir. Connaître son marché, c'est quelque chose qu'on fait tout au long de l'entreprise ou c'est quelque chose qu'on fait au démarrage de l'entreprise et qu'on arrête après? On a la chance aujourd'hui de s'adresser quasiment à tous les torréfacteurs français, qu'ils soient petits, moyens ou même industriels. Et donc forcément, on a une gamme qui est assez large. Et au sein de chaque torréfacteur, eux-mêmes ont des gammes de plus en plus larges. On a longtemps eu des torréfacteurs régionaux qui s'adressaient à un marché et de plus en plus aujourd'hui, et notamment avec les 18 derniers mois qu'on a vécu, la circulation des cafés se fait et la vente se fait beaucoup en ligne et donc le marché s'étend. Alors il s'étend à la fois donc géographiquement mais aussi en qualité et beaucoup de nos clients, on sent une montée en gamme depuis une vingtaine d'années et beaucoup de nos clients aujourd'hui accompagnent cette montée en gamme et donc font peut-être des cafés traditionnels pour avoir des cafés aussi de meilleure qualité. Donc je pense que l'accompagnement il est permanent à la fois du côté du torréfacteur pour son marché final et à la fois du côté de l'importateur pour justement l'accompagner correctement. Alors de plus en plus, on achète aussi son café à travers son torréfacteur ou son importateur, mais on l'achète sur le web. On peut l'acheter directement sur des e-shopping. Est-ce que ça change la donne dans le marché? Je demandais peut-être à Agatha de réagir et après à Antoine. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire d'avoir cette possibilité de vendre en e-commerce et d'être visible un peu partout. Nous, par exemple, on source les cafés pour des torréfacteurs qui sont un peu partout en Europe. Et franchement, c'est une opportunité formidable. Donc, cette canal de distribution
doit être largement étudié par des personnes qui se lancent dans les cafés. C'est donner une belle visibilité. Après, il faut le faire en cohérence avec l'image, avec ce qu'on souhaite véhiculer aux clients. Et sur ce plan-là, je pense que c'est vraiment important de travailler sur les fondamentaux de la société, sur les fondamentaux de la marque, qui sont primordiales pour bien véhiculer le message à vos clients. Donc, e-commerce, c'est un des leviers. Ce n'est pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer sur plusieurs canaux pour être le plus efficace et le plus proche de son client. Donc la boutique, mais plus le e-shopping, plus d'autres oui, formes si c'est possible, parce que quand tu as déjà évoqué tout à l'heure, un torréfacteur, ça peut être un torréfacteur qui est dans le petit village, ça peut être dans les grandes villes, petites villes, tout dépendra de la localité de torréfacteur ou de coffee shop. Mais le primordial, c'est vraiment, je conseille de travailler sur fondamentaux, ce qu'ils souhaitent véhiculer. Souvent, il ne faut pas s'arrêter sur uniquement ce qu'on aime. Ce qu'on aime soi. Voilà, il faut écouter ce que... Il faut écouter la clientèle. On peut être disrupteur, on peut proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, parce qu'on a tous envie aujourd'hui de différencier, mais il faut le travailler bien. Sinon, il faut vraiment écouter les clients, s'adapter. On peut donner sa touche de personnalité dans ce qu'on aime, mais l'écoute des clients, c'est tous les jours. Antoine, question très précise. Imaginons que je sois une future torréfactrice, j'ai envie de m'installer. Quelles sont les premières questions que tu vas me poser pour être sûr de pouvoir répondre à mon besoin ? Eh bien, j'ai accompagné depuis le confinement d'ailleurs pas mal de torréfacteurs. J'ai accompagné une grande série de torréfacteurs qui ont monté des concepts très différents des uns des autres. Ce qui est merveilleux sur son concept, c'est qu'on essaye de mettre ce qu'on aime, ce qui nous touche. Par exemple, je suis parti avec un torréfacteur qui a réalisé en Éthiopie, on est parti ensemble en voyage, que le café utilisait énormément d'eau. Il était dans le traitement des eaux, il a dit « Ok, moi je n'achèterai jamais de café lavé ». Il est parti sur un segment très puissant, très fort, ce qui va lui donner une philosophie pour toute sa torréfaction et sa marque. Il n'achètera que des cafés lavés, des honey process et ainsi de suite. Alors, il faut essayer de comprendre ce que vous aimez d'abord, ce qui vous touche le plus. Les personnes qui se lancent 100% sur le bio, d'autres qui veulent du top très très qualitatif, d'autres qui veulent un impact local ou une distribution, quel type de distribution vous allez avoir. Si vous voulez vous attaquer au CHR, en professionnel ou sur un marché européen plus pointu. Julien, quelles sont toi les questions que tu poses à un torréfacteur qui n'y connaît rien, qui veut se lancer dans le café ? Ça rejoint un peu ce que disait Antoine, effectivement. Il y a un certain nombre de choses dans la sélection d'une gamme qu'il est important d'aborder. L'origine, effectivement, d'avoir une diversité d'origine, d'avoir des profils de tasses aussi qui vont répondre au plus grand nombre, avec des cafés très différents à ce niveau-là. Et puis effectivement, des cafés qui vont avoir de l'impact. Le sujet de l'eau, de la gestion des eaux est un sujet important. Donc on voit le développement de café Oni, de café nature, des cafés qui poussent aussi en modèle agroforestier, qui sont beaucoup plus respectueux de la biodiversité et qui vont permettre aussi à des producteurs d'avoir des niveaux de revenus meilleurs grâce à ces modèles agroforestiers. Donc de jouer sur ces différents paramètres et effectivement d'avoir des cafés qui correspondent aussi aux attentes des consommateurs. Et aujourd'hui, les attentes sont sur des cafés qui sont différenciants par leur goût, mais qui ont aussi un impact très positif à l'origine et sur l'ensemble de la chaîne. Donc je vous pose la question à tous les quatre. Si je veux m'installer, est-ce que je dois penser prix ? Est-ce que je dois penser qualité ? Est-ce que je dois penser nouveauté ou traçabilité ? Ou les quatre ? Comment ça se passe Les cinq. Peut-être. Vas-y, peut-être les cinq même. Quel type de marché aussi ? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire coffee shop qui vend un peu de café, atelier de production, supermarché, on a et zone géographique. Est-ce que je suis dans la banlieue parisienne ou est-ce que je suis au fin fond de la Creuse ? Exactement. Donc là, le café ne se consomme pas forcément de la même façon, on est d'accord ? Si, sur la qualité de plus en plus. Ah, j'ai accompagné une torréfactrice qui s'est installée sur une petite ville. Elle cartonne parce qu'il n'y avait plus de torréfacteurs depuis très très longtemps et elle a relancé la torréfaction sur des cafés de qualité. Est-ce que la plupart des boutiques de torréfacteurs qui se lancent aujourd'hui et que vous approvisionnez sont à la fois des coffee shops ? Est-ce qu'ils cumulent la vente et la dégustation de café ? Ou pas ? Est-ce que c'est une tendance ? Alors,
Globalement, aujourd'hui, le mix des deux concepts, l'atelier de torréfaction plus la dégustation, se fait rarement dans le même espace. D'accord. Ce qu'on constate, c'est que certains modèles ont été testés comme ça ou tentés comme ça. Ça n'a pas marché? C'est pas que ça n'a pas marché, mais c'est vrai que c'est deux métiers qui sont complètement différents de gérer un coffee shop. Parce qu'avec des attentes consommateurs très différentes, de gérer une boutique de torréfaction, on va avoir vraiment un aspect production, vente de café, vente de produits annexes également comme du thé. Oui. Donc c'est quand même des métiers assez différents. Mais En revanche, là où les deux chemins peuvent se rejoindre, c'est sur l'art du torréfacteur. C'est-à-dire que dans un coffee shop, vous allez généralement chercher un café plutôt haut de gamme. Le torréfacteur, lui, il peut bien entendu torréfier des origines pures, mais aussi faire un assemblage. Vous l'avez peut-être suivi au cours de ces 2 derniers jours. On a le championnat de torréfaction ici, et c'est vraiment l'art du torréfacteur qui est mis en avant, puisqu'on propose 3 très beaux cafés. Et avec ces 3 très beaux cafés, le torréfacteur doit faire son assemblage, alors qui peut correspondre bien entendu à son marché. Mais donc là, on va au-delà du conseil que peut donner l'importateur. C'est vraiment le torréfacteur qui choisit l'assemblage qui va plaire à son client. Et on ne va pas forcément avoir ça dans un coffee shop qui va peut-être plus s'orienter sur des origines pures. Mais c'est vrai que le modèle économique est différent. Agatha, est-ce que une boutique de torréfacteur est viable en province, dans les petites zones, les petites zones reculées en France? Oui, bien évidemment. Et à quelles conditions? Bien évidemment, je pense que le modèle dans les grandes villes est différent qu'en province. Et ce qu'a dit Julien et Antoine et Ludovic, on est tous d'accord, on adapte la gamme par rapport à sa localité, par rapport à la clientèle. Aujourd'hui, il y a un choix et vous avez l'accès à des sourceurs importateurs de café qui proposent des gammes très larges dans lesquelles vous pouvez trouver à la fois les cafés viables économiquement et qui sont très bons dégustativement. Et vous pouvez partir sur des pépites vraiment d'exception. Donc il y a un large choix et je pense que dans tout ce qu'on fait ici sur la scène française, vous pouvez trouver des choses qui vous permettront tranquillement de commencer votre société de torréfaction, que ce soit à Paris ou en province. En province, voilà. Ici, on a quelques-uns qui veulent se lancer dans la torréfaction. C'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous avez déjà fait votre étude de marché et est-ce que ça vous parle quand on vous dit attention, on n'achète pas les mêmes grains selon qu'on en est en zone urbaine ou en zone rurale, selon qu'on s'adresse aux particuliers, à des amateurs, selon qu'on ouvre un coffee shop ou pas? Est-ce que ça vous parle, ça? Vous avez déjà fait ce travail-là? Je vous ai perdu. Bon, c'est pas grave, je reviens avec les experts. Comment on fait, donc justement, quand on est un jeune torréfacteur, quand on ouvre sa boutique de torréfacteur, il en faut un petit peu pour tout le monde. Est-ce que ça se construit une carte de café, ça se construit comme une carte de restaurant ou comme une carte de coffee shop? Comment ça se construit? Comment on ouvre sa gamme de café? Ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, on va jouer sur différents paramètres. Il est important aussi d'avoir une gamme qu'on maîtrise bien, dont on va savoir parler, dont on va connaître les histoires. On va pouvoir donc d'avoir une gamme relativement courte dans un premier temps. D'abord, on commence par du court. Donc on fait plutôt une gamme, enfin quand je dis courte, c'est une gamme qui va être autour des 8 cafés à peu près, avec une gamme permanente, parce que beaucoup de consommateurs souhaitent retrouver régulièrement le café qu'ils achètent, un assemblage ou une origine pure, et en même temps à côté d'avoir un effet de saisonnalité, parce qu'il y a une saisonnalité dans le café, donc de pouvoir proposer de la nouveauté régulièrement en fonction des arrivages, de pouvoir jouer sur la fraîcheur de ces cafés et de pouvoir montrer cette diversité, parce que c'est aussi le rôle du torréfacteur, de pouvoir valoriser cette diversité et cette saisonnalité. Alors, comment on fait pour trouver, quand on a fait son étude de marché, qu'on sait à peu près à qui on vend, comment on va le vendre et comment on va le diffuser son café, quand on sait qu'on va devoir créer sa gamme, à qui on s'adresse, comment on choisit un peu son fournisseur? Je vais vous donner la parole à chacun sur ce sujet-là. On va commencer par Antoine, pour le faire dans l'autre sens. J'ai envie de changer de sens. Pour son fournisseur de café vert, vous voulez dire, on va choisir par rapport à sa philosophie, son concept, si on veut partir sur du café de spécialité. Sur ses valeurs, sur les fondamentaux. On revient aux fameuses valeurs. Tout à fait. D'accord. On va essayer de créer sa gamme, mais il ne faut pas sous-estimer aussi le fait de réfléchir à un café d'entrée. Vous allez peut-être vouloir faire des choses très exceptionnelles, très explosives, mais c'est comme les grands vins, on ne peut pas boire forcément des grands vins tous les jours.
Oui. ou des IPA très intenses si vous aimez la bière. Vous avez besoin de temps en temps de choses un peu plus douces, bien construites, sans défaut, de bonne qualité. Donc le qualité, mais sans exception, mais juste le qualité Oui, qui fait plaisir. Il faut réfléchir un peu comme D'accord. pour n'importe quel marché, à moins 3 niveaux de prix moyen, un peu plus haut et exceptionnel. Exceptionnel, d'accord. Aussi, Donc comment ça se passe justement chez, je dis Climat, je dis Coutume Café? Coutume Café, pour moi c'est fini. Mais D'accord. c'était avant. Climat. C'était avant. Pour vous donner un exemple, j'étais donc un des pionniers en spécialité café à Paris. Je me faisais attaquer assez régulièrement pendant 2 ans par différents clients pour dire mais qu'est-ce qu'il y a dans votre café? Il est bizarre, il n'est pas normal. Parce qu'ils s'attendaient au mélange italien traditionnel. Et donc, votre café. Donc, j'avais toujours un café très doux, un très très bon brésilien, un café du Guatemala, quelque chose de vraiment accessible au niveau aromatique, clean, propre, intéressant. Et un café tout de suite, quand il commençait à essayer de comprendre, beaucoup plus explosif, plus aventureux, plus floral, plus fruité, avec un peu plus d'acidité, par exemple. D'accord, donc on commence par éduquer le consommateur avec quelque chose qu'il peut comprendre, et puis après on l'emmène vers du plus. Il faut lui donner le maximum d'informations aussi. C'était ma formation sur tous les baristas, c'était toujours donner une petite phrase de présentation sur le café. Parce que si vous vous attendez à boire un café du bistrot, et qu'on vous donne un café très floral, très fruité, ça va vous choquer. Ça peut être pris positivement ou négativement, mais il faut juste qu'on vous informe. Si on vous dit, ça, même juste un petit café d'un producteur du Guatemala, là vous réfléchissez. Vous allez attendre et vous allez déguster votre café. Quel intérêt j'ai, excuse-moi, je vais le dire aussi frontalement, parce que je voudrais en fait connaître toutes les nuances de travail, parce que vous faites à peu près le même métier, je mets des grands guillemets, hein, je veux pas, voilà. Vous vendez tous du grain vert, je vais dire, pour être basique. Comment je fais, moi, torréfactrice, pour choisir qui m'accompagnera par la suite dans dans mon approvisionnement de café vert? En numéro 1, toutes les informations que votre fournisseur va pouvoir vous donner. D'accord. La tasse, bien sûr. Vous allez choisir par rapport à la tasse et votre gamme, mais aussi les informations qui seront relatives au producteur. D'accord. Et qu'est-ce que je trouve chez Climat qui est spécifique? Que des cafés bio, biodynamie, syntropique, permaculture, agroforesterie. D'accord. C'est tout. Même question pour la maison Jobin. Comment je fais? Qu'est-ce qui fait que je choisis Jobin? Je pense que ce qui est très important dans une relation commerciale, c'est la confiance qui doit s'établir entre le client et le fournisseur. Ça vaut pour tous les produits. Et donc, ces relations personnelles sont très importantes. Tisser ces liens-là, ça se fait à la fois, bien sûr, du côté des producteurs, mais du côté des torréfacteurs. Ensuite, vous avez la chance en France, et on en est l'exemple vivant, d'avoir plusieurs importateurs qui peuvent vous proposer du café. C'est important de discuter avec les uns et les autres et d'avoir plusieurs fournisseurs pour diverses raisons, parce que les uns et les autres ont des spécificités différentes. Mais justement, Ludovic, justement, ça d'accord, mais justement, pourquoi je choisis la maison Jobin? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu me vends qui m'accompagne différemment? Comme je l'expliquais en préambule, on a la chance d'appartenir à un groupe qui couvre la plupart des pays producteurs. Donc on a nous-mêmes un sourcing privilégié à la fois en qualité et en quantité dans beaucoup de pays producteurs. On fête aussi nos 150e anniversaire, donc c'est gage de durabilité. On espère en faire 150 autres. Maintenant, aujourd'hui, pour un torréfacteur, c'est vraiment, je répète, c'est la confiance qui est importante. Donc ces relations-là, elles s'établissent année après année, et ensuite on va les développer et surtout gérer. C'est la façon de gérer les problèmes aussi. On a connu des problèmes forcément tous de logistique, de qualité, de retard. Donc faire face à ces problèmes, c'est là aussi que vous jugez la force de la maison Jobin importation. me rassure par rapport à ça. La force de la maison Jobin, mais je pense de la plupart des importateurs aujourd'hui en France qui sont suffisamment établis pour avoir cette panoplie-là. Ce qui est drôle, c'est que juste à côté, la voisine, elle est complètement à l'opposé. C'est-à-dire que par rapport aux 150 ans de la maison Jobin, la maison 88 Grains, c'est très récent. Oui, on est des bébés. Voilà, c'est ça. C'est une toute petite, j'ai même envie de dire agence de sourcing. Oui. Qu'est-ce que moi je trouve chez 88 Grains, par exemple? Qu'est-ce qui va faire que, en dehors du fait qu'on soit deux femmes et qu'on va peut-être se parler plus facilement, qu'est-ce que tu vas me proposer qui va être différent dans ta démarche? Enfin, qualité, c'est primordial. Donc c'est quelque chose que normalement on doit être trouvé chez tout le monde.
mais on essaye de le pousser un peu plus haut parce que vraiment on source des nano micro-lots, donc des choses exceptionnelles qui permettent aux torréfacteurs de se différencier. Donc souvent les marchés des cafés, vous êtes l'un côté de l'autre torréfacteur, donc trouver des cafés qui votre voisin n'en a pas. C'est super important de se différencier et on essaye d'amener cette différenciation. Donc typiquement sur Guatemala, cette année, on avait dans notre catalogue 70 références différentes en termes de variété, process. Et surtout, ce qui est super important pour nous, c'est de pousser la traçabilité. C'est beaucoup plus important que la certification. Le fait que vous pouvez échanger directement avec le producteur d'où café vient, même visiter sa plantation, ça vaut beaucoup plus que le certificat, un papier qui est proposé par... Si je retiens le discours que tu me dis, c'est en fait la concurrence entre torréfacteurs est telle qu'aujourd'hui, c'est un peu comme dans le prêt-à-porter. Si je ne veux pas porter la même robe que... si je ne veux pas avoir dans la rue le même pull sur 3 boutiques qui se suivent, il faut que j'aille chez 80 Grains pour trouver... Moi, je pense que il faut sourcer chez plusieurs... Je te donne la parole. Il faut se sourcer chez plusieurs... il faut pas mettre les paniers, toutes les œufs dans le même panier, en fait. D'accord. Donc, il y a les côtés Vous voyez, risques. diplomatie féminine, messieurs. Il y a un côté risque qui est important de maîtriser par tout le monde, pas uniquement par un sourceur où on se source chez différents producteurs, mais également chez les torréfacteurs, parce que c'est vrai qu'on a des aléas en termes de logistique, climat, on peut avoir des problèmes qualité, parce que c'est un produit qui est vivant. On a la récolte une fois par an, donc il faut regarder les problématiques à 360 degrés. Et je pense que c'est important de faire ça intelligemment. En fait. Et toi, tu fais ça en fait pour les torréfacteurs. Nous on essaye de faire ça bien. On fait ce qu'on peut. On essaye de faire correctement notre travail au quotidien. Et on amène aussi une touche de féminité parce qu'on est 2 femmes qui ont lancé cette société. Donc on apporte un grand détail, on apporte une très grande importance aux détails, qualité, présentation et la communication. Donc voilà. Je pose la même question à Julien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Belco a envie de dire non, vous venez chez nous en fait. C'est chez nous que ça se passe. Il se passe des choses effectivement chez Belco. Non, ce qu'aujourd'hui nous on offre, c'est la possibilité d'avoir une relation directe avec l'origine via un réseau d'agences, comme je vous le disais tout à l'heure, en Éthiopie, en Colombie, au Salvador. On source nos cafés dans une vingtaine de pays et c'est d'offrir cette relation la plus courte possible avec des intermédiaires qui vont chacun apporter de la valeur ajoutée et d'être dans une relation la plus directe possible entre le producteur, le torréfacteur et le consommateur. Est-ce que chez Belco, quand j'achète un café, j'ai la ligne directe? Est-ce que je connais le producteur de café sur la parcelle de café où j'achète le café? Alors oui, en fait on a différentes gammes de cafés. Mais on a 4 gammes de cafés et sur 3 gammes de ces cafés, ce sont des cafés qui sont sourcés et achetés en direct auprès de coopératives, de producteurs ou de fermiers. Et donc il y a un lien direct avec ces producteurs. C'est des gens, il y a une traçabilité qu'on appelle maîtrisée, c'est-à-dire qu'on peut agir, améliorer la qualité, travailler sur des innovations, travailler sur des nouveaux process pour améliorer pour la gestion de l'eau par exemple. Donc oui, on a une porte ouverte sur la relation avec les producteurs. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Antoine, avant qu'on passe à la torréfaction? Je disais oui, pour le choix, c'est pas vraiment un choix compétitif entre les différents apportateurs. C'est plutôt par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la philosophie, le marché. Le voisin a tel café qu'il achète un apportateur, il ne va pas forcément acheter exactement la même référence à 250 mètres aussi. Donc si je résume, première chose très importante, connaître son marché, connaître les clients de ses clients, c'est-à-dire si votre client à vous achète du grain, c'est qu'il va le revendre torréfié à quelqu'un d'autre. Et c'est qui ce quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le particulier, le CHR ou bien la distribution automatique, etc. Et à partir de là, vous, tous, autant que vous êtes, vous pouvez aider le torréfacteur ou futur torréfacteur à créer sa gamme de produits. On a bien compris qu'il fallait un produit plutôt consensuel et puis ensuite emmener votre client, à vous, donc le torréfacteur, vous, vers des produits un peu plus exceptionnel. C'est bon? Consensuel ne veut pas dire mauvaise qualité. Non, tout à fait. Tout à fait. Très bon. Aujourd'hui, il y a aussi des torréfacteurs qui se spécialisent uniquement dans le café d'exception. Donc ça existe également. Donc, il n'y a pas un modèle idéal. Non, mais peut-être pas au fin fond de la France. Peut-être pas. Bien sûr. Après, j'en sais rien. Ouais. Justement au fin fond de la France,
On retrouve en fait, les années 80 ont un peu tué les brûleurs et les torréfactions artisanales avec les implantations de supermarchés qui ont happé la clientèle et qui ont dit venez chez nous, c'est déjà prêt, c'est emballé, vous avez un café italien génial. Et malheureusement, les torréfacteurs se sont mis à acheter des cafés compétitifs avec les supermarchés. Au lieu de se dire, nous, on peut faire de la qualité. On peut faire de l'exception. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Donc le secret, c'est ça, c'est de viser l'exception, viser la haute qualité. Viser quelque chose de différent, oui. Ça vous parle, hein, la couture et le luxe? Ça vous parle, Agatha? Oui, j'ai bercé dans ça pendant 10 ans, donc voilà, je connais certains codes et oui, ça me parle dans les cafés, hein, donc aussi. bien évidemment. Mais je rebondis sur ce que disait Julien sur le circuit court. Et effectivement, aujourd'hui, l'importateur est un prestataire de service. C'est-à-dire qu'on a longtemps vu le négociant comme quelqu'un qui gagnait de l'argent sur le dos du producteur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est révolu. Chacun a un rôle dans la chaîne économique. Et si vous n'avez pas un rôle, s'il est superflu, vous n'existez pas. Donc aujourd'hui, on est vraiment tous, les uns et les autres, prestataires de service, à savoir qu'on va effectivement conseiller, guider, mais aussi accompagner et, comme je le disais, résoudre les problèmes éventuels. Donc c'est vraiment ce service-là qui compte aujourd'hui quand on est torréfacteur, savoir qu'on aura quelqu'un en face qui pourra vous aider à tous les stades. Alors, juste pour ajouter, je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Ludovic. C'est super. Le relationnel, vous êtes tous d'accord, c'est fabuleux. Non, mais le relationnel est vachement important en fait. Si j'ai un même café que mon voisin à côté, peut-être je n'arrivais pas à le vendre parce qu'il n'y a pas un feeling entre les deux personnes, donc un acheteur et vendeur. C'est aussi du lien social. C'est cette partie-là qui est aussi primordiale aussi dans tout ce qu'on fait. Très bien. Il y a une question aussi qui commence à être demandée bien sûr par tous les clients et c'est important que les importateurs puissent commencer à répondre, à dire combien gagne le producteur à la fin dans sa poche. La question du prix, avec elle les est différents intermédiaires. Effectivement, Exactement. Sur la durabilité de la filière. Quelles sont mes marges comme prestataire de service? Est-ce que vous êtes par tous exemple, transparents? on est à 20% et c'est tout. On donne tous les prix depuis la cerise. Ça veut dire que les torréfacteurs qui 20% de marge ou de 20% de... 20% de marge, oui, final. Okay, donc sans enlever tous les coûts de structure. On n'a aucun coût de structure là-dessus. On n'a pas besoin de... On a un coût ridicule, c'est nos 20%. D'accord. Les coûts de structure, si vous voulez. Est-ce que vous êtes tous transparents sur le prix que vous payez aux producteurs de café? Aujourd'hui, on va de toute façon vers ce modèle-là. De pouvoir... alors, c'est un sujet assez complexe parce que il faut pouvoir avancer des données qui soient fiables. Quel est le prix qu'on paye vraiment au producteur final? Parce qu'on paye aujourd'hui souvent un prix à une coopérative ou à un exportateur, mais la réalité, c'est qu'est-ce qui est payé au producteur final. Exactement, le fermier en fait, vraiment. Le fermier. Oui. Donc, tout l'enjeu en fait aujourd'hui, il est de pouvoir avoir cette information-là, de pouvoir la vérifier et de pouvoir ensuite la partager avec le torréfacteur, avec le consommateur, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, et conscience de ça. Oui. Et qu'on puisse construire en tout cas la chaîne de valeur et qu'elle soit partagée. Et qu'elle soit juste et équitable. Et qu'elle soit la plus juste et la plus équitable possible, bien sûr. C'était peut-être pas le cas il y a 150 ans. Est-ce que c'est devenu le cas chez les grosses maisons d'importation? Je suis le plus âgé aujourd'hui, je n'ai pas encore 150 ans, donc je n'étais pas là, je ne peux pas juger. Ce qui est certain, c'est que les modèles économiques sont différents. Aujourd'hui, il y a forcément une prise de conscience, et notamment de la part du consommateur. On souhaite bien entendu acheter un café qui soit profitable sur toute la chaîne et qui surtout rémunère le planteur. Aujourd'hui, si l'âge moyen du planteur en Colombie est de 60 ans, c'est pas satisfaisant. Maintenant, il faut aussi, on se heurte à une réalité économique, à savoir que selon les acteurs que vous avez, le prix reste forcément pour certains torréfacteurs un élément très important. Et donc dans ce cas-là, en fonction de son client à lui. Ça, je absolument, absolument. Et donc selon le type de client que vous avez, il y a une concurrence qui est plus ou moins acharnée. Et tout le monde aimerait payer davantage et rémunérer davantage le producteur, mais il faut être honnête, c'est pas possible. Il faut aussi c'est pas possible à tous les niveaux de la chaîne. Maintenant, on va dans le bon sens. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent à l'origine comme dans les pays de consommation. Et de toute façon, c'est notre avenir qui en dépend. Parce que si dans quelques années on n'a plus de producteurs qui produisent de café, on ne sera pas là pour en discuter. Et encore moins et ça ne sera peut-être pas dans 150 ans, ça sera peut-être bien avant. On est d'accord.
Alors, on a une deuxième partie de la conférence, hein, parce que là, on s'est beaucoup attaché à l'approvisionnement de café vert, à la sélection du café vert, se faisant à la sélection de l'importateur qui accompagne. Hein. Mais il y a une deuxième partie qui concerne plus la torréfaction, donc je vais naturellement me tourner vers toi, Antoine, pour la torréfaction. Comment, aujourd'hui, on fait pour s'assurer une bonne torréfaction? Et ça commence peut-être par le choix du torréfacteur, je veux dire la machine. Est-ce que tu me suis là-dessus ou est-ce que c'est pas forcément le plus important? Pour une bonne torréfaction, oui, c'est un peu comme pour du matériel de cuisine. Si vous voulez être un bon cuisinier, il faut quand même avoir Donc, un petit minimum. On achète du neuf ou on achète de l'occasion? L'occasion ou le neuf, tout dépend du fabricant. Vous avez des choses qui sont fabriquées on avec très peu d'éléments. Vous pouvez acheter chez Dietrich, par exemple, les sponsors du championnat, par exemple. C'est une marque de qualité exceptionnelle. Vous pouvez goûter les cafés juste après, d'ailleurs. D'accord. Avec les mêmes origines. D'accord. Comment on choisit quelle taille? Voilà, ce qui est très important, toujours, c'est comme n'importe quel matériel, c'est le service après-vente, l'accompagnement, la formation. Moi, j'accompagne les torréfacteurs, même jusqu'à l'identification de leur concept. On va travailler ensemble sur la taille d'un torréfacteur aussi. Par exemple, on commence à se poser la question, à qui je vais distribuer? Quelle sera la taille nécessaire? On en revient toujours à la connaissance de son client, en fait. Là, j'ai un client que je vais installer cette semaine, par exemple. Je l'ai accompagné depuis le début. On fait des dégustations ensemble. Il veut faire du bio pour les supermarchés. Donc, c'est assez segmentant directement. Il ne vient pas du tout de la torréfaction. C'est son envie. Et il veut attaquer un réseau de distribution assez large. Donc, en fait, on peut te demander d'être accompagné sur le choix de la machine, bien sûr, sur quel type de SAV je vais mettre en place. Absolument. Les profils. Les profils. Quel type de profil? Selon votre marché, qui vous voulez atteindre, quel type de café vous voulez faire? Exactement. Vous voulez faire des torréfactions scandinaves explosives ou vous voulez faire des torréfactions un peu plus développées avec du corps? Vous avez un marché essentiellement sur l'espresso ou vous allez attaquer une distribution dans des coffee shops, par exemple? De vente distribution, c'est très différent. Donc c'est vraiment très très pointu. Connaître justement son marché, c'est très important. La formation, elle intervient aussi au niveau de la torréfaction. Comment je fais pour me former à l'utilisation de la machine ou à la torréfaction en général? J'ai une école de formation. Mais tu as tout, c'est fabuleux. On te demande du grain, tu as du grain. On te demande machine, tu as la machine. Non, ça me tient à cœur aussi. C'est vraiment, il y a un sujet qui me tient à cœur depuis même coutume. C'est essayer d'amener un peu de fraîcheur, un peu de qualité dans le marché français, qui est très en retard. Pour vous donner un exemple, j'étais parti en Angleterre, en Cornouailles, pour un mariage de torréfacteurs, et les cafés, même au pub du coin, étaient de bonne qualité. Et là, j'ai vu le nombre de torréfacteurs, même dans les petits villages, qui a explosé, et littéralement explosé. Et ça commence en France, tant mieux. Il nous faut plus de torréfacteurs, plus de marchés diversifiés et différentes identités, différents angles de philosophie. Mais aujourd'hui, je crois que vous avez la chance de pouvoir vous adresser à des formateurs partout en France. Il y a des centres à Bordeaux, il y a des centres à Lyon, il y a des centres à Aix, dans le nord de la France, à Paris. Et c'est un vrai plus. Alors bien sûr pour la torréfaction, mais je crois que le préalable, c'est de comprendre le café vert, l'analyse sensorielle, goûter les cafés. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont relativement récentes. Il y a encore une quinzaine d'années, même une dizaine d'années, c'est très compliqué de trouver une formation qui soit vraiment utile et qui puisse vous être profitable. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est, je pense, pour toute démarche, et alors y compris les gens déjà installés, je crois que c'est très important de former vos formation continue. Ça former veut dire vos que collaborateurs. Les qui sont là, il y en a certains ici, des professionnels déjà installés. Est-ce qu'ils peuvent continuer à se former, à découvrir et à faire de la formation non seulement continue? ils peuvent, mais je pense qu'ils le doivent. Alors eux-mêmes et surtout leur personnel. On a la chance aussi d'avoir un renouvellement assez important de la profession, un rajeunissement de la profession. Et je pense que la démarche de plus en plus de torréfacteurs aujourd'hui, c'est d'envoyer leurs nouveaux collaborateurs dans des centres de formation. Et alors c'est valorisant à la fois pour la personne qui suit la formation, bien entendu, mais pour la société à la fin, qui aura des experts qui pourra conseiller ses clients. Chez Belco, il y a de la formation également, formation continue des clients? Oui, en fait, ça a toujours fait partie de notre ADN. C'est vrai qu'il y avait eu un besoin important de monter en compétences chez les torréfacteurs il y a une dizaine d'années, sur de l'analyse sensorielle, sur de la torréfaction, sur de la dégustation, sur également savoir vendre un café, savoir le proposer, savoir en parler, parce que bien souvent, les équipes de vente dans une boutique ou même les équipes de vente en café, hôtel, restaurant, par exemple, ont besoin d'avoir un discours produit, parce qu'elles se retrouvent aussi souvent confrontées
à des clients qui sont beaucoup plus informés qu'avant, qui ont voyagé, qui s'y connaissent en café, qui sont de plus en plus experts. On parle de tourisme de café aujourd'hui. De plus en plus d'agences de voyage proposent, comme on le fait pour les vignes en France, d'aller découvrir des fermes de café. Donc forcément, les consommateurs découvrent ça. Il y a des consommateurs de plus en plus avertis, Pointus. en tout cas, effectivement. Donc la formation, effectivement, est extrêmement importante. Aujourd'hui, un grand nombre de torréfacteurs sont également formateurs, accompagnent les consommateurs à travers des ateliers, de l'animation. Donc oui, c'est un sujet vraiment important et ça permet de se mettre aussi toujours au goût du jour. Ça s'est vu notamment sur la torréfaction. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites ces dernières années. On a également accompagné un certain nombre de torréfacteurs justement dans l'amélioration de leur profil de torréfaction pour que au final, l'expérience client soit la meilleure possible au final. Et que le grain vert s'exprime le mieux possible. Il nous reste 2 minutes. Ce que je propose, c'est de voir avec vous. Est-ce que vous avez des questions, des informations à demander aux uns et aux autres? Ne vous inquiétez pas, hein, Non, pas de questions dans la salle? Ok. C'est qu'on a été très clair. Exactement, vous avez fait brillante, Cécile. Ce que je vous propose, un petit mot pour conclure chacun, et puis peut-être une invitation à découvrir vos produits. Agatha, peut-être, parce qu'on ne t'a pas entendu sur le dernier sujet. Oui, sur le dernier sujet, il faut boire du café, en fait. Les côtés pratiques, ce qui est le plus essentiel, en fait. Et on voit ça. Bon, France, c'est un pays qui aime bien les certificats, diplômes, etc. C'est important, mais après, c'est le côté pratique. Formez-vous avec des gens qui sont dans ce métier, passez beaucoup de temps avec eux, buvez les bons cafés, et là, vous allez comprendre les nuances dont on parle de ce produit. C'est tout. Ludovic? Je dirais que pour terminer sur la formation, qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à des tas d'informations en ligne. L'avantage que les uns les autres pouvons proposer, c'est qu'on va synthétiser cette formation-là, cette information-là, pour vous la vulgariser et vous la rendre la plus utile possible pour vous. Donc je crois que c'est aussi le rôle qu'on peut avoir. Mais comme le disait Agatha, buvez du café, toutes sortes de café, celui que vous aimez, et vous allez aussi peut-être en découvrir d'autres. Il y a un stand de Maison Jobin, donc on peut aussi renvoyer les gens vers la Maison Jobin. Je pense qu'on a tous les uns et les autres ici un stand, vous pouvez y aller. Agatha, il y a un... Non, oui, vous êtes sur le village torréfacteur. Voilà. Okay. Il y a un stand où on fait de capping tous les 2 heures, donc différentes origines, différentes variétés, vous êtes bienvenus. Je laisse à Antoine et à Julien 1 minute pour conclure également. Donc oui. En parlant de dégustation de café, on en fait une dans 5-10 minutes, mais vous en avez une très intéressante sur les championnats, sur les torréfacteurs. Les candidats ont dû laisser les dégustations ouvertes maintenant pour tout le monde. Pour le meilleur torréfacteur de France. Pour les meilleurs torréfacteurs de France. 2021. Ouais. Tout à fait. Merci. Julien, petit mot de conclusion. Je ne peux que vous inviter également à venir déguster les cafés parfait. Vous êtes sur notre stand. Partout, allez boire du café. Exactement. Amusez-vous et puis surtout, prenez du plaisir avec la tasse. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci.